bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, on est au deuxième atelier du kit sobriété et responsabilité numérique. On va être sur le cadre légal sur le sujet et pour nous faire cette présentation, nous accueillons aujourd'hui Jean-Anaël Gob et Sébastien Dambre. Je vous diffuse un petit peu les diapos. Pour rappel, donc, il y a 2 semaines, on avait le premier atelier qui repartait sur les bases de la sobriété et de la responsabilité numérique. On a vu une introduction, la recontextualisation du sujet, un glossaire avec différentes définitions et périmètres d'application des différents termes utilisés, et aussi une présentation des enjeux de la sobriété et responsabilité numérique, notamment avec les différents impacts qu'on a pu voir. Et donc aujourd'hui, on accueille Jean-Anaël Gob et Sébastien Dambre. Je vous laisse peut-être vous introduire, messieurs. Jean-Anaël, je te laisse la primeur, tu as la première photo, vas-y. Ok, ça marche. Donc du coup, moi, très rapidement, je suis en fait consultant en gestion agile de projet pour laquelle j'ai une certification internationale, Leading Safe, pour ceux qui connaissent. C'est méthode Lean, en fait, Startup, Lean Scale. Et en fait, je suis certifié Green IT sur tout ce qui est ACV, analyse de cycle de vie, donc sur tout ce qui est éco-conception en fait, numérique et web. Et j'ai créé une agence en fait spécialisée en éco-conception numérique, Aristis, donc Aristis Web, qui en fait est porteur d'un référentiel sur l'éco-conception web basé sur les 115 bonnes pratiques de Green IT. Donc un référentiel qui a été fait en partenariat avec Green IT, Frédéric Bordage que je connais bien et Digital Vie. Voilà. Et la CCI aussi du Puy-de-Dôme, je ne vais pas les oublier. Voilà. Donc un petit peu pour décrire, je baigne dans le Green IT en permanence puisque je suis mentor honneur aussi pour le Challenge Sobriété Numérique organisé par API Taste Paris et Google France, entre autres, et l'INR. Et j'ai fait partie du GT hébergement, groupe de travail hébergement pour l'INR, pour l'Institut numérique responsable basé à Paris, dans le cadre du référentiel de qualité qui a pour but de donner un sens d'application, en tous les cas sectoriel, à la loi RIN. Mais tout ça, on va en reparler tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour décrire mon parcours. Et j'ai une certification en qualité web, Opquast, que beaucoup dans le numérique connaissent. Donc j'ai passé ça en début d'année, début 2021. Et je suis très heureux d'être avec vous. Okay. Alors, en ce qui me concerne, donc moi, je suis avocat associé chez ID3 Avocats, donc cabinet basé sur Clermont. On est un cabinet de 5 avocats aujourd'hui, 5 avocats spécialisés en droit des affaires, avec une prédominante droit des sociétés, ce qui est le point commun de tous les avocats du cabinet. Et après, chacun sa petite spécialité. Donc, en ce qui me concerne, j'ai toute une appétence pour le volet contractuel. Donc, volet contractuel, c'est la rédaction de contrats qui va des conditions générales de vente, les documents que personne ne lit jamais, mais jusqu'au jour où il y a un sinistre et où on est bien content de les avoir. Et ça peut aller donc sur le domaine du contractuel lié à l'informatique, lié au développement web notamment. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontré avec Jean-Anaël. Puisqu'il y a sur ce volet Green IT, on viendra dans le détail après, mais tout un aspect contractuel qui peut intervenir, en tout cas qui est amené à intervenir dans l'avenir. Donc, nous, on est amené à rédiger le contrat, c'est une chose, mais avant de rédiger le contrat, ça veut dire qu'il faut s'interroger sur tout un mode de fonctionnement, sur tout un cadre réglementaire aussi, puisqu'on ne sait pas faire autrement que d'avoir de la norme et de la règle en France, mais c'est vrai aussi dans l'Union européenne, dans le monde entier. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire cadrer une relation contractuelle avec les règles existantes. Pour vous faire une image simplifiée de comment on fait, c'est vous prenez le jeu de société, il y a un plateau, il y a des pions, et puis il y a un petit papier souvent qui s'appelle règles du jeu.
Ben, le contrat, c'est exactement pareil. C'est la règle du jeu que vous instaurez avec vos clients, notamment quand vous faites du développement web, quand vous faites du développement de site internet. Il faut cadrer un certain nombre de sujets. Et donc, dans cette règle du jeu, eh ben, va probablement être intégrée la problématique de l'éco-conception du site, qui aujourd'hui est florissante, mais qui est amenée à émerger de manière plus importante dans les mois et les années à venir. Voilà, donc, nous, on intervient sur ce volet contractuel et donc dans ce cadre-là, on est amené à travailler avec des gens, des techniciens qui ont vraiment cet aspect technique de développement que nous, on maîtrise moins et on travaille en partenariat sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose donc le sommaire qu'on va voir aujourd'hui, donc avec le web, une profession non réglementée. Une partie qui va se focaliser sur l'éco-conception web et bien sûr les signaux faibles qu'on va pouvoir éventuellement analyser sur les règles qu'on peut avoir dans le secteur du numérique et notamment dans les métiers qu'on peut avoir. Jean, Anaël, Sébastien, je vous laisse peut-être introduire, commencer la présentation. Je vais gérer pour le défilement des diapos. Vous avez juste à me dire quand est-ce qu'il faudra passer. Ouais, donc comme l'a dit Cassandra, en fait, l'idée c'est d'avoir une approche, une logique en entonnoir. Donc, on va parler très global, très macro, voir un petit peu ce qui est proposé en fait au sens sectoriel et international. Donc voilà. Sur la partie réglementation internationale, vous avez en fait un organisme qui a été créé pour répondre à des problématiques de qualité web. Donc, on va vraiment démarrer sur plutôt la qualité. Puisque le but, c'était de faire un focus sur notamment l'accessibilité. Et cet organisme, c'est le W3C. Si vous êtes dans le web, vous le connaissez forcément, puisque le W3C est au web, ce que l'OMS est à la santé. On parle beaucoup de l'OMS en ce moment avec la crise Covid-19. Voilà, donc le W3C, c'est un organisme international sur l'orientation du web qui donne des orientations en fait souvent éthiques et sociales du web et d'impact, mais aussi qui va donner des orientations techniques et opérationnelles, donc qui vont après être appliquées par les grands, par les gros du web. Et puis les grandes entreprises et qui va être après relayé au national par des entreprises plus modestes jusqu'au TPE et start-up qui vont emboîter le pas derrière. Donc, il y a cette dynamique comme ça. Le W3C, il est connu pour deux choses en fait. Il est connu premièrement pour en fait une note stratégique et de direction qui date d'août 2019 ou 2019, ouais, qui dit que le web doit être, qui va vers un web plus éthique et plus éco-responsable. Donc, avec toute une liste de mesures et de comment dirais-je, de conseils et d'orientation surtout. Et puis, la deuxième chose, c'est que le W3C, il est connu pour la partie accessibilité, puisque vous pouvez valider vos pages auprès du W3C. Il y a un outil, en fait, ils ont un outil de validation. Donc, si vous faites un site Internet et que vous voulez la validation du W3C comme gage de qualité, notamment sur la brique accessibilité web, eh ben, vous pouvez faire valider vos pages. Donc, à l'échelle internationale, vous avez cette première entité. La deuxième entité, tout le monde la connaît, qu'on soit dans le web ou non, c'est Google. Et là, Google, en fait, va sanctionner, en faisant des procès, les mauvaises pratiques en référencement notamment. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des mauvaises pratiques qui touchent aussi, qui vont déborder aussi sur l'accessibilité, justement, sur l'UX design,
on a vraiment une approche qualité web au sens très large. Et donc, du coup, le W3C plus Google vont déjà donner des orientations, l'un par des conseils et des mesures qui vont être plus de l'ordre, encore une fois, de l'orientation globale du secteur. L'autre, parce que si vous contrevenez aux bonnes règles de fonctionnement du moteur de recherche, bah, nécessairement, en fait, ils vont soit vous déclasser, soit vous désindexer, soit, si vraiment c'est grave, ils vont vous faire un procès. Il y a eu plusieurs cas en France avec des choses un peu aberrantes. Parfois, excessif, je dis aberrante, excessif dans disons l'amende, on va dire, c'est pas vraiment une amende, mais vous comprenez l'idée, enfin, en tous les cas, dans la sanction financière prononcée par rapport à la faute commise. Mais bon, après, et on est sur ce qu'on appelle le Black Hat. Donc, dès l'instant où vous contrevenez aux règles de Google, on appelle ça le Black Hat. Il y a toute une liste de règles à respecter, comme un code de la route. Et si vous dépassez, ben voilà. Donc, le web est au sens global, au sens international, puisque c'est vrai que ça s'applique quel que soit le pays, que ce soit pour le W3C ou Google, vont régir le web. Voilà. Alors après, Sébastien, tu veux peut-être parler de la réglementation applicable au web sur la partie française, avec le RGPD, etc. Ça rejoint, donc là, il y a toute une vague de développement, bien évidemment, de la réglementation sur ce sujet-là. Comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas faire sans fixer un cadre légal et réglementaire. Le cadre légal et réglementaire évoluant au gré de l'évolution technique. Les principaux sujets de cadrage réglementaire aujourd'hui, le plus connu, vous le connaissez, hein, c'est le cadre de la protection des données personnelles. On a tous entendu parler du RGPD, qui est une réglementation européenne. Tout le monde a eu l'impression que c'était une révolution lorsqu'il est entré en vigueur en 2018. En réalité, ça faisait 40 ans qu'il y avait une réglementation existante sur le sujet en France. Pour le coup, on tape beaucoup sur la réglementation française, mais c'est vrai que la France était assez novatrice en 1978 quand la loi informatique et liberté a été promulguée. On avait déjà une vraie vocation à protéger les données personnelles. On élargit aujourd'hui au web, mais ce sujet existait déjà dans tout un tas d'autres domaines. Donc, on a ce règlement européen aujourd'hui qui est venu s'intégrer dans la réglementation française, qui a donné lieu à une refonte de la loi informatique et liberté à cette occasion-là. D'autres refontes plus ou moins partielles de cette loi sont à venir encore, d'ailleurs, au gré des évolutions. On sait déjà que la loi va encore bouger dans le temps, mais globalement, on a vraiment là, pour le coup, quelque chose de solide, avec les contraintes aussi que ça implique pour les différentes structures. J'en analysais tout à l'heure en introduction qu'on était souvent sur des phases avec la réglementation qui s'applique d'abord à des grosses entités ou à des entités publiques. Et après, on descend là aussi en entonnoir vers des structures de plus petite taille jusqu'au TPE. Là, c'est vrai que le RGPD, pour le coup, il n'y a pas eu ce phénomène-là. Il est applicable à tout le monde depuis mai 2018. Donc là, c'est pareil, le RGPD aujourd'hui, on sait que peu de structures en réalité sont conformes avec ça, mais en pratique, ça fait quand même 3 ans que c'est applicable et il n'y a pas de raison d'imaginer que la CNIL, qui est l'organisme de contrôle, ne tape que sur les grosses structures sur ce sujet-là. Parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'une toute petite structure est beaucoup plus facile à contrôler et on peut en contrôler beaucoup plus que d'aller contrôler un Google ou un Amazon où ça peut être un enfer au regard des moyens dont dispose la CNIL. Donc voilà, là-dessus, il y a de la réglementation. Donc, on est parti d'une réglementation franco-française, loi informatique et liberté, et assez naturellement, c'est l'Union européenne qui a fini par prendre le dessus sur ce sujet-là pour essayer d'harmoniser une réglementation au niveau communautaire. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur l'aspect éco-conception, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe aussi, avec une réglementation française qui commence doucement à se mettre en place. Mais si
le sujet veut avoir du poids à un moment, ça passera nécessairement par une réglementation au niveau communautaire. Au niveau mondial, j'ai plus de mal à l'imaginer parce que déjà s'entendre au niveau communautaire, c'est compliqué. Donc s'entendre au niveau mondial, on risque de rester plutôt sur des référentiels, comme le disait Jean-Anaël, du type W3C. C'est un organisme international, mais il n'a pas vocation à édicter une règle légale. Ça reste un Tout à organisme fait. consultatif. Mm. Donc, il est suivi par un certain nombre de structures maintenant ou de pays qui peuvent s'appuyer dessus pour leurs travaux, par exemple, de réflexion sur de la réglementation à mettre en place. Mm. Le W3C en lui-même n'est pas un organisme réglementaire Tout à fait, ouais. au sens purement juridique. Mm. Euh, il Ouais, c'est n'empêche. bien de le préciser, ça, Sébastien, parce que c'est vrai que c'est plus un organisme sectoriel qui a du poids du fait de la présence de grosses sociétés en son sein, plus et en aucun cas ce que les recommandations qui sortent du W3C n'ont de valeur juridique. Il n'y a rien aujourd'hui à l'international. La souveraineté nationale, la souveraineté des pays, des États, fait que chaque État prend ses responsabilités et a une appétence et une orientation plus ou moins positive, on va dire, sur ce sujet-là. Mais réellement, effectivement, à part quand vous faites partie des États-Unis, où là, on peut avoir une orientation de la part de Washington pour les pays, parce que vous êtes sur finalement un système fédéral ou un système communautaire comme l'Europe, où là, on va avoir une orientation, bien sûr, qui vient d'en haut. Mais à l'international, c'est bien de le préciser. Il n'y a rien, parce que j'ai souvent la question, moi, sur ce type de webinaire ou en formation. Et effectivement, merci Sébastien pour cette précision. Est-ce que… Et c'est ce qui explique d'ailleurs, tu l'avais déjà soulevé une précédente fois, c'est ce qui explique notamment qu'au niveau international, l'accessibilité à des sites web est très variable d'un pays à l'autre en réalité. Bien Euh, sûr. on sait tous qu'il y a plus ou moins de censure selon les pays, ou plus ou moins de liberté au contraire selon les pays. Et là, quand bien même il y a des organismes internationaux qui existent sur des problématiques d'accessibilité, des problématiques même techniques, on ne retrouvera pas une unicité totale au niveau mondial. Donc, Tout à fait. Et d'ailleurs, alors du coup, la France, elle, sur l'accessibilité, hein, ça s'est prononcé en 2009 dans le cadre de la loi sur l'égalité et la liberté des chances. Et donc du coup, avec un référentiel dédié au web, qui est le référentiel et au numérique, hein, même, qui est le référentiel RG2A. Et qui a donné après, en fait, qui a été décliné, qui a donné lieu à des référentiels de qualité web, comme le référentiel OpQuest et la formation qui est attenante, qui a un gros focus, une grosse orientation accessibilité, même si l'approche est plus globale et l'approche est qualité web, vraiment. Évidemment, on ne l'a pas dit, mais pour finir, si vous avez des propos discriminatoires, violents, à caractère racial, ethnique, enfin voilà, vous voyez de quoi on veut parler. Si vous êtes, en fait, vous pouvez pas, c'est pas parce que vous êtes sur le web que vous pouvez faire et dire ce que vous voulez. Donc, et ça, c'est important de le rappeler, parce que souvent, et de plus en plus, et les jeunes générations, je trouve, c'est encore plus vrai pour faire de la sensibilisation dans les collèges. Les jeunes générations oublient que, sous prétexte qu'on est sur Internet, sur un site web, sur un blog, sur les réseaux sociaux encore pire, se lâchent un petit peu, mais il y a une réglementation. Vous créez une marketplace dédiée à l'animalerie, au secteur de l'animalerie. Il y a un client à vous qui vend des armes dessus. Dans tous les cas, que ce soit la sienne ou la vôtre, la responsabilité sera engagée. Voilà. Donc, ça, c'est bien de le rappeler. Sébastien, tu veux peut-être compléter sur là-dessus ce sujet-là, c'est un sujet qu'on retrouve effectivement quand on est amené à rédiger des conditions d'utilisation, typiquement d'un site web ou d'une marketplace. Souvent, on a souvent la réflexion qui consiste à dire,
ouais, bah, de toute façon, moi, ma marketplace, elle est dédiée à telle activité. Donc, évidemment, ça ne sert à rien d'écrire ça. Le sujet ne se posera pas. On n'est jamais à l'abri de ça, d'avoir Fait. quelqu'un qui vienne complètement pourrir le mode de fonctionnement soit de la marketplace ou du site en général, de l'application, en venant tenir des propos complètement immoraux, complètement dénués de sens. On l'a là-dessus, on l'a sur le sujet. Typiquement, vous montez une application de mise en relation d'un certain nombre de personnes pour un domaine quel qu'il soit, et puis vous avez un système de notation et d'avis d'utilisateurs, par exemple. Là aussi, ce n'est pas parce que j'ai le droit de donner mon avis sur l'utilisation que je peux dire tout et n'importe quoi. Il ne Bien faut sûr. pas tomber non plus dans de la discrimination, dans des choses comme ça, qui, ce n'est pas parce qu'elles sont faites sur le web qu'on a plus le droit de le faire que dans la vie physique, disons. Ça, c'est la première chose. Autre sujet, pour revenir rapidement sur le référentiel RGA, là aussi, pour bien caractériser le mode de fonctionnement, le mode de réflexion qui existe au niveau national pour l'implantation d'une réglementation, là, pour le coup, on est vraiment dans un cadre légal, hein, puisque c'est un référentiel qui est issu d'une loi qui a été votée, qui a été promulguée. Donc ça, c'est tout à fait valable. C'est applicable, mais le champ a été restreint. L'obligation de se soumettre au référentiel RGA ne porte que sur les services publics numériques et sur quelques services privés qui vont toucher notamment des domaines liés à la santé, par exemple, enfin, qui nécessitent des questions d'accessibilité particulières. Par contre, la structure privée lambda qui va développer un site web de vente de vêtements en ligne, par exemple, n'a aucune obligation à ce jour de se soumettre à ce référentiel. Et on est donc parti d'un cadre là aussi franco-français, et ce référentiel a évolué dans le temps, et on a notamment une dernière version qui date de février 2001 de ce référentiel, de 2021, donc qui est relativement récente, qui elle s'est appuyée sur des normes européennes, des normes internationales quand même de référence en accessibilité numérique. Le référentiel a été adapté à ça. Donc, vous voyez, là aussi, alors, je ne sais pas quelles sont ces normes en question techniques sur lesquelles ils se sont appuyés, mais on pourrait imaginer, par exemple, que le référentiel qui est issu d'un texte français soit allé quand même s'appuyer sur des travaux, par exemple, du W3C ou des préconisations du W3C. Donc, on a quand même cette concordance qui existe, mais là, on reste dans un cadre vraiment franco-français sur l'application. Tout à fait. Et puis pour citer les cités, parce qu'on ne va pas les oublier, et faire plaisir à l'AFNOR et à Bureau Veritas, il y a les normes ISO qui en fait existent autour de l'audit de site ou de l'UX design. Enfin, il y a différentes normes ISO. Il y a les normes ISO 14001 qui gèrent un petit peu en fait la partie environnement, donc management de l'environnement, donc avec une logique et une pensée en cycle de vie qui est en fait la base du raisonnement sur l'éco-conception numérique. Une pensée en cycle de vie qui intègre ces normes ISO depuis 2015 et cette démarche en cycle de vie, elle a tendance à déborder sur les autres normes ISO, puisque en fait, il y en a d'autres qui ont emboîté le pas sur cette logique et qui ont été révisées pour intégrer la logique en cycle de vie d'un produit ou d'un service. On a commencé par la logique cycle de vie produit, et puis après, on s'est rendu compte que c'était adaptable à un service tout à fait, totalement. D'ailleurs, la 3e édition du guide de bonnes pratiques, des 115 bonnes pratiques de Green IT, a revu l'approche du guide vraiment pour orienter plus sur cette démarche en cycle de vie. Ils ont aussi été auteurs par la même occasion du cycle de vie du service numérique. Donc, je vous y renvoie si vous avez jamais vu le cycle de vie du service numérique. Et puis, les normes ISO, vous avez la 14040 qui est la norme ISO liée au management de cycle de vie. Donc, tout ce qui est ACV. Voilà. Je crois qu'on en a fini pour cette première partie.
Tu voulais compléter, Sébastien, peut-être Non, mais sur les normes ISO? sur les normes ISO, c'est pareil, on retrouve un petit peu ce même ce pendant du W3C qui n'est entre guillemets qu'optionnel. La norme ISO, c'est pareil. Il y a pas d'obligation d'aller s'y soumettre. C'est vraiment une démarche volontaire d'aller se soumettre à ça. Donc là, on retrouve toujours cette notion de réglementation quasi inexistante, en tout cas réglementation contraignante, Oui, oui. qui est extrêmement faible et Mm. quasi inexistante, hormis sur Oui. des sujets qu'on a vus RGPD, RGAA Mm. pour certaines. Finalement, c'est ça, c'est plus une démarche qualité volontaire ici. Je précise parce que aussi, au même titre que le W3C, on me pose la question de la légitimité juridique de l'organisme. Autant, on me pose souvent la question pour les normes ISO. Les personnes croient que Bureau Veritas et AFNOR, on le voit même des fois sur des camions d'entreprise qui ont des normes ISO. On croit que c'est l'État, en fait, un peu comme l'ADEME. Tu vois, moi, on me met souvent sur le même niveau l'ADEME pour la partie environnement, et puis Bureau Veritas ou AFNOR. En plus, des fois, ils travaillent ensemble. Donc voilà, c'est pas le cas. Bureau Veritas et AFNOR, ce sont des sociétés. Arrête-moi si je me trompe, hein, Sébastien, Non, mais c'est exactement ça, ce sont des structures privées. Ils ont mis en place ce référentiel et auquel on décide d'aller se soumettre volontairement pour des questions. Ça peut être des questions d'affichage, des questions commerciales, hein. Ça peut être aussi des questions de contraintes quand on a un co-contractant qui exige cette caractéristique parce qu'il veut s'assurer que la personne qui va faire intervenir ait un certain degré de qualité. Il peut demander à ce que son co-contractant réponde à la norme ISO et puisse en justifier. Mais ça nécessite là aussi une démarche volontaire et c'est un accord vraiment contractuel, privé entre les parties. Ça n'est pas une obligation qui est issue de la loi ou d'un règlement. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Oui, bien oui. sûr. Donc, c'est très, très intéressant et il y a un labyrinthe, hein, quand même, c'est un petit peu compliqué. Et là, par exemple, pour la sobriété numérique du grand projet de La Rochelle, territoire zéro carbone, donc tous ceux qui sont en train de déposer les dossiers et qui sont en train en ce moment d'être audités, eh bien, on nous demande dans notre éco-conception d'avoir des référentiels pris en compte sur l'AFNOR notamment. Alors, je voulais savoir, est-ce que ces organismes-là vous donnent… Alors, d'abord, est-ce que c'est coûteux d'avoir… Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que… et est-ce que en fait, à la fin, ils vous délivrent un diplôme et puis un petit logo et auquel cas on peut l'utiliser après dans les projets pour montrer patte blanche? Alors, sur la partie, je vais parler de la partie ISO, puis je laisserai Jean-Noël parler des parties, des référentiels encore plus techniques. Sur la partie ISO, c'est coûteux et complexe, surtout dans le sens où, pour répondre à la norme ISO, quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'il y a toute une démarche, ne serait-ce qu'interne, à mettre en place, qui n'est pas forcément existante au jour où on commence à se dire qu'on va intégrer le référentiel ISO. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement une structuration à avoir en interne. En fait, la norme ISO, pour y répondre, il y a tout un cahier des charges, hein. Il faut descendre tout un cahier des charges selon la norme à laquelle on veut répondre. Donc, pour y répondre, bah, ça veut dire qu'il faut mettre en place un certain nombre d'outils en interne, un certain nombre de processus. Et évidemment, la mise en place de processus, ça veut dire que c'est du temps, ça veut dire que c'est potentiellement des ressources matérielles, des ressources humaines à intégrer. Donc, c'est ça qui fait le coût de la mise en place et qui fait potentiellement sa complexité. Après, le pendant, c'est par contre qu'on a cette certification ISO qui, quand bien même elle est donnée par une structure privée, a une reconnaissance, en tout cas au niveau national. Tout le monde a entendu parler de notion de norme ISO. On sait ce que c'est. Et dans un domaine technique en particulier, c'est quand même une norme de référence qui existe, quand bien même elle n'est pas légale, qu'elle n'est que privée et contractuelle. Mais il y a cette reconnaissance et effectivement, l'AFNOR, dans ce cadre-là, délivre une certification et on a le droit de s'en servir et il faut même s'en servir puisque c'est le seul objectif quasiment, hein, c'est de pouvoir afficher qu'on est conforme à un référentiel qui est défini et qui est validé par une structure qui a une notoriété en la matière. En fait, tu vas
Ouais, tu montres, c'est montrer patte blanche en fait, si tu veux. Donc, sans spoiler la suite de la présentation sur l'éco-conception numérique, l'idée pour effectivement par rapport à ta question, c'est en fait aujourd'hui il y a déjà il y a pas de loi et de cadre réglementaire euh, euh, au sens officiel du terme, hein, au sens juridique du terme, sur l'éco-conception numérique et de services numériques ou même l'éco-conception web. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des choses qui. Enfin, il y a Green IT qui a un guide de bonne pratique qui est reconnu par la communauté, qui est de plus en plus connu et mis en avant. Voilà, il y a d'autres initiatives dont on va parler. Les normes ISO, tu as tous les prix. Moi, j'ai vu des normes ISO sur l'UX design. Tu en as pour 250, 300 euros. Un indépendant, on peut l'acheter s'il met les choses en place derrière, etc. C'est peu coûteux. À côté de ça, tu as des normes ISO sur les données, l'hébergement des données de santé, pour connaître bien ce sujet-là, qui sont les normes ISO 26000 les suivantes, qui sont hyper coûteuses. Pour travailler avec une entreprise qui a mis les choses en place, ça leur a coûté 130 ou 180 000 euros, je crois. Donc, et 8 mois de boulot. C'est surtout ça, quoi. Donc en fait, c'est relativement coûteux, quoi. Donc, voilà. Vous voulez passer à la suite? Ouais, juste une petite chose, parce que l'intervention était intéressante là, sur le sujet de la charte de Ouais. La Rochelle. Et c'est une très belle illustration parce que on est clairement là, oui, c'est La Rochelle. Alors, je ne sais plus si c'est la commune ou la communauté d'agglo qui a mis en place cette charte. On pourrait se dire que venant d'une entité publique, ça a une force légale, une force obligatoire. Ça ne reste qu'une charte avec des préconisations finalement. C'est des Mm. préconisations qui ont été bâties, ça doit être avec l'Institut du numérique responsable, Mm. en concertation avec cet institut, et ça donne des préconisations sur l'accessibilité des offres de services numériques qui soient inclusifs, qui soient accessibles à tout le monde, mais il y a aussi des aspects justement éthiques responsables, des aspects éco-conception qui sont pris en compte là-dedans pour et éviter le terme employé, je crois que c'était d'éviter l'usage incontrôlé du numérique et du digital qui partait dans tous les sens. Donc l'objectif, c'était de recentrer un petit peu ça, d'essayer de recréer un cadre, mais là aussi, c'est finalement quelque chose qui marche en quelque sorte sur le volontariat. Alors vous allez me dire, vous voulez répondre après à des appels d'offres avec cette structure-là. C'est On peut sûr. imaginer que dans le cadre de l'appel d'offres, ils rendent l'adhésion à cette charte contractuelle, mais on est là encore du coup sur un aspect purement contractuel. On n'est pas sur un Tout à fait. aspect légal imposé à tout le monde. C'est ça, ouais. Donc, Nous, on voit. l'intervention est parfaitement pertinente. On est en plein dedans. C'est exactement Ouais. une belle illustration. Je sais que Cassandra a demandé à ce qu'on pose des questions sur le chat, mais moi j'y vais directement. Non, il n'y a pas de souci, Stéphane. Ça marche. On est peu Il n'y a pas de nombreux, souci. donc tu peux Non, mais échanger, il n'y a ouais, pas de c'est bien. souci. Bah, nous, on est en période de livraison là, avec Aristis. On livre 3 sites éco-conçus. En fait, c'est des clients qui nous ont trouvés, donc on ne fait pas de pub. On ne fait pas de démarchage, on n'a pas de commercial. Donc, les clients viennent par réputation, par le bouche à oreille. En fait, quand ils viennent, et là encore une fois, c'est contractuel, c'est purement business. Ils viennent parce qu'on est 9 fois sur 10, parce qu'ils veulent un site éco-conçu, parce qu'ils ont vu qu'on faisait de l'éco-conception numérique. Et donc, du coup, voilà. Donc, nous, on a un référentiel, comme je disais, qui est basé sur les 115 bonnes pratiques de Green IT. Donc, voilà, mais qui n'engage que nous. Enfin, je veux dire, et ceux qui l'appliquent, puisqu'on le diffuse s'il y a besoin. Voilà. Donc, plus on va avancer, c'est ce que disait Sébastien au tout départ, plus ça va prendre de l'importance dans le paysage du numérique français, européen et international, et plus les entreprises, les clients en face, les appels d'offres vont imposer des cahiers des charges qui vont intégrer de manière plus ou moins drastique cette composante de l'éco-conception numérique. Et j'en veux pour preuve, c'est que j'avais été contacté en fait il y a un peu moins d'un an, et puis de nouveau en septembre par
une personne qui travaille à la Commission européenne qui en fait cherchait des consultants en France. Il était détaché à Paris pour les services numériques de l'Europe, en fait, des institutions européennes. En fait, tu peux pas passer si tu ne montes pas patte blanche sur l'éco-responsabilité et l'éco-conception numérique. C'est impossible. C'est-à-dire que grosso modo, ils ont tout un audit et tout un volet puisqu'ils sont en train de se poser la question pour faire la refonte des services numériques des institutions européennes. Tu ne peux pas passer, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, en fait, l'Europe, ça intéresse de près, même pour elle-même, pour ses propres besoins en numérique. Jean Anaël, alors justement, moi j'ai vraiment une question. Bon, je m'excuse, hein, je sais que j'ai pas de question. Nous, typiquement, chez R2C Systèmes, nous on fait beaucoup de calculs. Donc on a des serveurs, on fait beaucoup de calculs. Donc la sobriété numérique, on est souvent attaqué. Non, ben vous coûtez cher en électricité. Alors, est-ce que ça rentre dans ces problématiques-là? Et donc, est-ce qu'il existe des normes sur ces problématiques-là, sur la sobriété de l'exploitation de l'énergie, hein, parce que nous, ça nous demande de l'énergie. Est-ce qu'il existe des projets de recherche? Moi, j'ai proposé un projet de recherche il y a 5 ans à l'université de Poitiers. Des gros nazes, ils n'ont jamais rien voulu, ils ont rien compris, alors que maintenant, tout le monde en parle et bien sûr, c'est eux qui vont avoir les solutions. Alors que nous, entreprises privées, on leur apportait des projets de recherche. Qu'est-ce qui se fait par rapport à ça, puisque le numérique est de plus en plus contesté dans sa partie temps de calcul et énergivore? Ouais. Alors, ce que je te propose, on va se mettre ta question dans un coin de la tête et on va y revenir à la fin. Mais j'ai un n'oublie pas. énorme problème, c'est qu'à 10 heures, j'ai une grosse réunion. Et que d'accord. Bon, bah alors. De toute façon, Cassandra, tu enregistres là. Ouais. Et vous répondrez après, puis moi, le soir avant de me coucher, je l'écouterai. Ouais. Si tu veux, en fait, t'as deux questions dans une seule, mais ce que je te propose, c'est que on avance. Tu auras le replay. Et par contre, ce que je veux bien, c'est prendre une demi-heure, 1 heure avec toi en one-to-one pour vraiment répondre de manière pratico-pratique, voir quelles solutions même on peut mettre éventuellement en place. Moi, je te donne des billes et si après on est amené à travailler ensemble par la suite, why not, hein. Y a pas de souci. Jean-Naël, c'est une super proposition. Je l'accepte avec grand plaisir. Voilà, donc tu auras mes coordonnées de toute manière, Cassandra les mettra et on se fait une visio tous les deux vraiment sur ce point-là. C'est un point qui va être difficile de traiter en moins d'une demi-heure, tu vois, par exemple. Et une question, on va en appeler une autre parce que voilà. Et je sens en plus beaucoup d'émotions et de frustration. Et je la comprends parce que nous, on a commencé en 2016, fin 2016, début 2017 avec Arestis. Personne ne parlait d'éco-conception numérique. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Ça, c'est hyper hype de parler d'éco-responsabilité, quel que soit le domaine, et surtout dans le numérique. Donc, je comprends tout à fait cette frustration. Nous, on a voulu mettre en place des choses qui n'ont pas du tout, où on nous a fermé les portes. Et voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller au-delà de cette frustration et d'aujourd'hui, d'être précurseur et de te dire, bah voilà, je suis arrivé trop en avance. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit le bon moment. Bah, j'y vais, je fonce et je profite de mon acquis et de mon parcours pour le faire avec beaucoup de dynamisme et de bienveillance. Tu vois. Voilà. Mais on se voit en visio. Voilà. Pas de souci, avec plaisir. Moi, j'adore ça. Hein. C'est une passion, hein, tu sais. Donc, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, du coup, qu'en est-il de l'éco-conception web aujourd'hui Donc, en fait, on l'a déjà dit, il n'y a rien aujourd'hui, à part des initiatives de référentiel il y a presque, par des initiatives de référentiel et de pratiques issues d'organisations plus ou moins de confiance. On a cité l'INR, l'Institut numérique responsable, avec un référentiel très massif pour avoir été dans le GT dans le groupe de travail à hébergement et infra pendant 1 an, et puis être proche de l'INR. C'est très massif. La grosse difficulté qu'ils ont, c'est de savoir comment ils vont l'appliquer à des startups et des TPE.
parce que c'est un peu, pour l'instant, l'usine à gaz, mais il y a un vrai groupe de travail, il y a une vraie réflexion là-dessus qui est déjà entamée depuis septembre-octobre dernier. Après, vous avez Green IT avec le guide des 115 bonnes pratiques. Vous savez, c'est le petit livre vert qui est à sa 3e édition. Donc, nous, on avait challengé la 2e édition parce il manquait pour nous des bonnes pratiques. Premièrement, ce n'était pas assez orienté cycle de vie. Donc, quand je dis nous, c'est Arestis, à l'époque l'agence. Et puis, la 3e chose, c'est que le système de notation était très difficilement compréhensible, lisible et applicable, et il était assez lacunaire. Donc, on a challengé sur ces 3 axes. On a proposé un référentiel de qualité qui a été accueilli fin janvier 2018 unanimement par le collectif lors d'une grande session à Paris. Et puis quelques mois après, a suivi la 3e édition. Voilà. Donc, voilà pour présenter un peu Green IT. Eux, ils font des formations certifiantes en ACV. Il faut compter une semaine de formation. Voilà, je vous laisse aller vers eux pour ça. Et puis, les normes qualité dont on a parlé tout à l'heure, 14001, 14040, avec l'ACV, qui est repris en 14040. Il y a tout de même un projet de loi, je vais laisser Sébastien embrayer là-dessus. Il y a un projet de loi qui est, moi je l'appelle le projet de loi RIN, c'est R de the N, qui a une vision globale numérique responsable. Je tiens à préciser, vous l'avez vu sans doute dans le premier webinaire, il faut bien distinguer l'éco-conception du numérique responsable. Le numérique responsable, c'est l'approche globale qui peut aussi bien toucher le matériel, l'éthique, les impacts sociaux comme environnementaux. Vous pouvez très bien parler du streaming vidéo, de l'impact du streaming vidéo dans le numérique responsable. Dans l'éco-conception numérique et web, on est sur une des solutions, parmi les nombreuses solutions que le numérique responsable peut proposer et qui sont en perpétuelle évolution. C'est une des solutions pour répondre au numérique responsable. D'accord ? Mais l'éco-conception web ou numérique n'est pas égale au numérique responsable. Voilà, je tiens vraiment à le repréciser. Et la loi du 13 janvier 2021, c'est une loi d'orientation pour le numérique responsable, pas pour l'éco-conception web. D'accord ? Voilà. Peut-être tu t'en parleras mieux que moi, Sébastien. Ouais, et ben donc le texte en question, effectivement, le R2EN, en réalité, c'est la proposition de loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc, comme disait Jean-Anaël, on n'est pas exclusivement centré sur l'éco-conception, même si ça peut être un moyen qui sera utilisé par la suite, mais le projet de loi est beaucoup plus global. En fait, pour vous faire rapidement l'historique, ça fait suite à une mission d'information sénatoriale qui a déposé son rapport fin juin l'année dernière, c'était quasiment un an, qui avait mis en évidence, mais ce que tout le monde soupçonnait déjà, que l'usage des outils numériques, même si on a l'impression que ça n'a pas d'impact environnemental parce que c'est dématérialisé, au contraire, il y a un gros impact environnemental et à un certain nombre d'égards. Donc, ils avaient défini 4 axes de réflexion sur cet aspect empreinte carbone du numérique, en quelque sorte, avec un premier axe qui était de faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de l'impact environnemental. Là, on est dans de la pédagogie qui va être mise en place pour inciter à réduire l'utilisation du numérique, en tout cas de l'améliorer pour d'aller tous vers cette convergence d'une utilisation raisonnée du numérique. Il y a un deuxième axe qui est plutôt sur un aspect matériel, comme le disait Jean-Anaël, sur la limitation du renouvellement des terminaux, qui sont des gros émetteurs de carbone. Hein. Donc là, le but, c'est clairement de limiter l'empreinte carbone en luttant notamment contre l'obsolescence programmée ou l'obsolescence logicielle avec des obsolescences qui sont quand même très rapides dans ce domaine. On sait que les terminaux, notamment, ne serait-ce que les téléphones, tout bêtement, on sait qu'ils sont très rapidement obsolètes avec un renouvellement des générations de téléphones, de matériel qui est très rapide. On a ensuite un troisième axe qui est de faire émerger, de développer des usages du numérique écologiquement vertueux. Et
Là, ça passe par les notions de consommation de données, par exemple. On sait que regarder des vidéos sur YouTube, ça consomme, ça a un impact carbone. On sait que répondre à des mails en mettant juste OK, chaque mail, ça paraît pas, mais c'est aussi un petit impact carbone multiplié par le nombre chaque jour, c'est monstrueux. C'est dans ce troisième axe notamment qu'on va trouver la notion d'éco-conception qui commençait à émerger dans la réflexion à ce stade-là il y a un an. Et puis le dernier axe, lui, il est vraiment dédié aux data centers qui sont clairement visés pour la partie énergivore. Voilà, ça, c'était les 4 axes de réflexion. Sur la base de ces 4 axes de réflexion, une proposition de loi a été déposée devant le Sénat fin d'année 2020, en décembre 2020. Donc cette fameuse proposition R2EN. La proposition a été adoptée par le Sénat en janvier 2021 et donc ensuite ça suit la navette législative habituelle, passant ensuite devant l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé devant l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Il y a eu plus de 250 amendements, je crois, Voilà, à aujourd'hui, tu vois. on est même monté encore un petit peu parce qu'on en est Tu vois. depuis qu'on a échangé, on a échangé avec Jean-Anaël sur le sujet la semaine dernière. On était à 250 amendements, on est à 273 aujourd'hui. Ce qui est beaucoup, de certaines lois et pas grand-chose en réalité, parce que quand on parle d'une loi de finances, on est plutôt à 3 ou 4 000 amendements qui sont examinés. Là, on voit que le sujet est quand même passionne moins les foules, en tout cas au niveau de l'Assemblée, mais il y a quand même des amendements qui ont été déposés. Toujours est-il que le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat, on verra ce qui en sortira devant l'Assemblée nationale, mais il a été enrichi par rapport à la toute première proposition avec l'insertion d'un article de cette loi, l'article 16, pour aller le regarder, on le trouve sur le site du Sénat, qui crée un article du Code des postes et télécommunications. Alors, ça va être le texte légal qui va renvoyer après à un décret d'application, mais qui vise à la création d'un référentiel général de l'éco-conception. Donc, vous voyez, quand on disait qu'il n'y avait rien pour l'instant, on commence à y venir. On va arriver à la création d'un référentiel officiel et légal, pour le coup, de l'éco-conception de site web. Le texte nous dit que le référentiel général de l'éco-conception en question, il fixerait l'ensemble des règles relatives à l'éco-conception des services numériques. Donc là, c'est pareil, on n'est pas uniquement centré sur du site web, on est plus large que ça, sur les services numériques en général. Et donc, ce référentiel viserait à définir des critères de conception durable des services numériques afin de réduire l'empreinte environnementale. Oui, là, on est dans le texte de la loi, on est quand même sur quelque chose de très générique. Les modalités pratiques pour l'instant, évidemment, on ne les connaît pas puisque ce sera renvoyé à un décret d'application de la loi et la loi elle-même n'est pas dans sa version définitive puisqu'elle n'est devant l'Assemblée, elle peut encore être amendée. Donc mais on a en tout cas une direction, un cap qui est donné vers une première création d'un référentiel d'éco-conception. Ce qu'on sait des débats qui interviennent, c'est quand même que les critères en question qui seraient donnés dans ce référentiel, ils porteraient sur des règles relatives à l'ergonomie des services numériques. Donc, on rejoint un petit peu le RG2A aussi avec la notion d'accessibilité. Ça renverrait aussi à des critères techniques sur des notions d'affichage et de lecture de contenu multimédia. Ça, c'est le pendant aussi avec un autre axe sur le volet de consommation de données pour rendre ça le moins énergivore possible. Et le but, c'est également de permettre de limiter le recours à des stratégies de captation de l'attention des utilisateurs de services numériques. Bon, c'est pareil, une fois qu'on a dit ça, tant qu'on n'a pas le décret et qu'on ne voit pas les modalités pratiques, ça reste quelque chose quand même de très général, mais ce qui est le propre de la loi normalement. Et la dernière info qui résulte de l'adoption de ce texte devant le Sénat, là pareil, ça a le temps d'évoluer, mais en tout cas, en l'état du texte, l'entrée en vigueur de ce référentiel serait programmée pour le 1er janvier 2023. C'est loin, mais en réalité, c'est pas si loin que ça, parce que le temps de s'approprier tout ça, si ça entre en vigueur, on n'a pas non plus d'informations. Est-ce que ça entrera en vigueur uniquement pour des grosses structures dans un premier temps, comme ça a été le cas sur d'autres textes? Est-ce que ce sera applicable à tout le monde tout de suite, comme le RGPD? Pour l'instant, ça, on n'en sait rien. Le texte ne prévoit pas de limitation. On peut imaginer que ce soit applicable à tout le monde tout de suite. Mais ça veut dire que la réflexion à amorcer pour être prêt 1er janvier 2023, c'est en réalité, dès que le texte va être promulgué, il faudra s'en emparer rapidement parce que le temps va vite passer derrière.
Et la base, alors, dans l'environnement et la communauté du Green IT, au sens large, hein, je ne vise pas le collectif ici, bien entendu, hein, du numérique responsable, on a tendance à dire qu'effectivement, le référentiel de l'INR serait un bon candidat. Mais pour l'instant, c'est des rumeurs et voilà. Moi, c'est mon avis, effectivement, puisqu'il répond à ces notions d'affichage, de qualité web, d'accessibilité, tout en mettant le focus sur l'éco-conception numérique. Et Et il a ben, un merci. mérite, c'est qu'il existe déjà, et, il existe déjà depuis un certain temps, il est Mm. déjà pratiqué par un certain nombre de structures qui y font référence. Ça permet d'avoir déjà une base existante et de ne pas partir de trop loin, parce qu'on peut tomber dans le travers extrême. On a tous entendu parler des développements de l'appli tous anti-Covid, où la France a voulu faire sa propre application sans se baser sur d'autres outils existants. On a vu le bazar que ça a été au départ. Mm. Là, ça peut être un petit peu le parallèle de se dire que si on veut repartir de la création d'un référentiel en partant d'une feuille blanche, imaginez le temps qu'il va falloir pour créer ce référentiel, essayer de coordonner un certain nombre d'intervenants techniques, d'intervenants dans des domaines juridiques notamment. D'ici le 1er janvier 2023, là pour le coup, c'est court. Donc, la base de départ, même si elle est amenée peut-être à être retravaillée, j'en sais rien, mais en tout cas, la base de l'INR est effectivement une bonne chose de partir de là. Enfin, ça, c'est certain. On va passer à la suite. Alors, bien sûr, ce projet de loi, il est en phase avec avec le droit européen et l'orientation que l'Europe amène, dont on a déjà parlé. C'est évident. Ah oui, qu'est-ce que ça va changer au quotidien? On voulait vraiment avoir aussi une approche avec Sébastien et Cassandra. Ça nous semblait vraiment important d'avoir une approche vraiment pratique. Qu'est-ce que ça peut amener est-ce que ça va changer votre quotidien en tant que professionnel du numérique, selon votre taille, etc. Donc, il y a plusieurs cibles selon ce qu'on a vu ce matin ensemble. Bien sûr, il y a les institutionnels. Sébastien en a parlé par rapport au RG2A et l'accessibilité web. Il va y avoir certaines sociétés, notamment dans la santé, qui vont être concernées aussi, en lien avec les données de santé. Après, on va avoir aussi des organisations, des sociétés ou des associations qui pourraient être soumises aux normes qu'on a à la fois d'accessibilité et éventuellement, pareil pour les institutions, sur l'éco-conception numérique. Il se peut très bien qu'on est dans un premier temps, et là, ça n'engage que moi ce propos, mais je vois bien une application pour l'éco-conception numérique qui soit du même ordre que pour l'accessibilité, avec dans un premier temps peut-être uniquement les institutions, certaines sociétés et associations selon leur objet économique et social et selon les données qu'ils manipulent. Voilà. Les petites… Là où je te rejoins sur ce sujet-là, c'est que d'appliquer ça, on comprend la vocation générale que ça doit avoir. Maintenant, d'appliquer ça à des TPE, d'un point de vue pratique, ça va être extrêmement compliqué pour des toutes petites entreprises, ne serait-ce qu'en termes de coûts de développement au bout d'un moment. Là, on peut faire le parallèle avec le RGPD qui s'applique à vraiment tout le monde. Il n'y a pas d'exception particulière. Maintenant, vous prenez des structures de taille importante, peuvent se permettre d'avoir quelques personnes dédiées uniquement à ce sujet-là. Vous prenez une TPE, même une structure de quelques salariés, ils n'ont pas les moyens matériels et humains pour se concentrer sur ce sujet-là, détacher une personne à plein temps ou même à mi-temps sur le sujet parce que ça prend vraiment du temps à organiser, ça n'est matériellement pas possible. Donc là, il y a une problématique de dimension quand même qui fait qu'on peut s'interroger sur l'applicabilité sur des toutes petites structures.
Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sébastien, est-ce qu'éventuellement pour la Vous typologie m'entendez là? TPE-PME, est-ce que tu aurais éventuellement des conseils pour ces personnes-là qui voudraient se lancer dans cette direction? Est-ce qu'il y a des précautions à mettre en place justement pour que, entre guillemets, ça se passe bien Non, et dans les règles? sur le sujet RGPD ou sur le sujet éco-conception en général? Éco-conception en général, oui. Ouais, parce que alors, sur le sujet éco-conception, bah, les préconisations, c'est avant tout de vérifier le cadre contractuel qui est demandé. Quand on a une structure qui veut se lancer, on va retrouver cette distinction. La première cible visée, je pense, ça va être les structures qui répondent à des appels d'offres. Et là, des petites structures peuvent être amenées à répondre à ce type de sujet. Comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a le référentiel RG2A qui est applicable aux structures publiques. Celui-ci, le référentiel éco-conception, il n'y a pas de raison qu'il ne s'applique pas dès les premiers temps aux structures publiques. Donc, ça veut dire qu'il faudra s'imprégner des contraintes réglementaires que ça implique, parce que ça veut dire que la petite structure qui a son mode de fonctionnement habituel, sa technique, son savoir-faire, il va falloir potentiellement qu'elle aménage un certain nombre de choses en interne pour être capable de répondre à ces contraintes réglementaires. Et la problématique, c'est que si on ne répond pas à cette contrainte réglementaire alors qu'elle a été contractualisée dans l'appel d'offres, c'est une faute contractuelle, donc ça expose à des sanctions qui peuvent être des sanctions, des pénalités, des sanctions financières, qui vont être aussi des sanctions tout simplement matérielles pour réaménager, refaire le site. Mais une fois que le site web a été développé, il ne suffit pas de dire je vais changer juste une chose pour que ce soit éco-conçu. Ça peut nécessiter, je parle sous le contrôle de Jean-Anaël, mais ça peut nécessiter, je pense, dans un certain nombre de cas, de tout mettre à la poubelle et de recommencer Ça, parce que ouais, de la tout conception reprendre. générale n'est pas du tout la même. Mm. Donc, il faut vraiment être vigilant à ça. Donc, ça veut dire que ce décret qui va fixer le référentiel, il va être extrêmement important et il va être extrêmement important de s'en imprégner très rapidement si on veut aller sur ce terrain-là. Après, les structures, si tant est que ce sujet ne concerne pas absolument tout le monde, comme le RG2A, on peut quand même tomber sur des structures qui volontairement se disent moi, je veux contractualiser avec quelqu'un pour le développement d'un site qui soit éco-conçu, parce que moi, client, je veux pouvoir afficher auprès de mes propres clients que mon site répond à cette norme d'éco-conception. Ça peut être un argument commercial de répondre à ça. Et donc là, ça veut dire que dans ce contexte-là, le prestataire qui va développer le site Internet, même si son client ne rentre pas dans le cadre légal obligatoire de l'éco-conception, là aussi, on a un aspect contractuel et donc ça dépendra du contrat qui va être conclu avec le client, qui va être conclu avec lui. Et là, il y a une importance de la rédaction du contrat pour bien borner les choses, bien borner finalement les attentes des uns et des autres, et pas se contenter de dire on met éco-conception dans un coin du contrat et puis en fait, on s'en fiche un petit peu. Si c'est contractualisé, ça devient un élément important, ça devient une condition potentiellement essentielle pour votre client qui tenait vraiment à ce sujet-là. Et là, c'est pareil, on tombe dans ce même système éventuellement de faute contractuelle et donc potentiellement d'indemnisation et de réflexion du site. Ça peut aller relativement loin en termes d'impact. Tout à fait. Il y a évidemment une sélection à l'entrée qui va se faire naturellement, comme on a déjà dit précédemment, mais qui va être voilà, on va y voir plus clair dans les mois à venir. Il est évident que ça se fait déjà. J'en ai parlé moi par rapport à mon retour d'expérience sur Arestis, mais effectivement, les TPE et PME de plus en plus sont confrontés à des clients qui au moins posent la question ou qui ont une orientation qui va faire qu'ils vont choisir plutôt tel prestataire parce qu'il va proposer de l'éco-conception numérique et alors que tel autre non. J'en profite aussi pour préciser que quelle que soit votre taille d'activité, l'éco-conception numérique, c'est pas que c'est le web, mais au sens large, ça peut être, et c'est pas que le web non plus. Et dans le web, j'y mets les applications navigateurs,
les e-commerce et bien entendu les SaaS, les marketplaces. Pourquoi pas des applications professionnelles en mode SaaS, qui est une chose qui se développe quand même beaucoup ces dernières années. Donc, ça va vraiment taper très large. Et effectivement, les TPE, PME, si on suit la logique RG2A, ne seront pas impactés. Si par contre, on suit une logique RGPD, tout le monde le sera. Voilà. Le RGPD, ça faisait partie typiquement dans des appels d'offres, dans un certain nombre d'appels même privés. Ça faisait partie des contraintes qu'on a vu fleurir du coup. Non, je veux que non seulement le site que je vais vous demander de développer soit conforme RGPD évidemment, mais je veux que vous-même, prestataire, vous soyez conforme RGPD. Et donc là, voilà, ça peut faire partie de ce type de contraintes qui peuvent être intégrées dans les cahiers des charges d'appel d'offres. Et comme le disait Jean-Anaël tout à l'heure pour un autre exemple, si vous ne répondez pas à ces contraintes-là, c'est même pas la peine de candidater. De toute façon, vous serez exclu d'office de l'appel d'offres. Oui, et puis en plus, nous, on a eu un client récemment, tu vois, pour compléter ce que tu dis, Sébastien, qui a eu un audit de conformité et notamment qui prenait en compte toute la partie volet RGPD. Et en fait, le site internet n'a pas été épargné par ça, bien au contraire. Et donc, du coup, il a fallu qu'on fasse des corrections parce qu'en plus, il y a eu des évolutions là en mois d'avril sur la partie cookies. Donc, du coup, voilà, on a fait les corrections qu'il fallait, mais avec le service juridique du client. Mais grosso modo, ça peut arriver. Vous avez un audit de qualité par rapport à une norme justement ISO. Que vous débordiez sur la conformité que ça déborde sur la conformité au RGPD pour différentes raisons, du fait de votre activité, vous manipulez des données à caractère personnel, voire même des données sensibles. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il faut bien avoir en tête en termes de conformité, c'est que les choses ne sont pas cloisonnées. C'est-à-dire que souvent, on rencontre des gens qui raisonnent en silo et qui se disent bah non, je suis conforme à RGPD, donc l'accessibilité web, je m'en fiche, donc l'éco-conception demain, c'est pas grave, etc. parce que je suis conforme à un endroit. Voilà. Vraisemblablement, enfin, tous ces domaines-là concernent votre activité, concernent les outils numériques que vous manipulez, voire que vous créez. Donc, il faut avoir, à mon avis, une approche très transversale, très globale, pour se dire, voilà, le RGPD, l'accessibilité, demain, l'éco-conception numérique, c'est le même combat. Je veux être bon élève, je veux être professionnel, je veux avoir une démarche qualité web, qualité numérique. Je m'arrange pour effectivement être conforme dans tous ces domaines-là. Sachant que je le dis aussi, on croise beaucoup de sites qui n'ont pas de cadrage légal et qui ne sont pas conformes au RGPD, même techniquement. C'est-à-dire formulaire de contact, le pire, c'est l'hébergement. Vous faites un site, dès l'instant où il y a un formulaire de contact, s'il est hébergé sur un hébergement mutualisé, par exemple comme on voit OVH ou online, ou quel que soit le nom de la crèmerie, il ne peut pas être conforme parce que déjà, vous êtes incapable de tracer et de localiser les flux de données. Donc, vous ne savez pas où part la data. Et la data, elle peut très bien partir en Angleterre, en Roumanie, en France, comme aux États-Unis. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un sujet que je connais bien aussi, la conformité des services numériques. Mais la conformité, c'est une démarche qualité, c'est avant tout un état d'esprit. Voilà. Peut-être Sébastien, tu voulais compléter? Non, c'est pas là pour le coup, rien à ajouter de particulier. Effectivement, sur le RGPD, sur la conformité, même plus largement sur les sites, les sites internet d'une manière générale, le point d'attention, c'est les mentions légales. Mentions légales, c'est souvent un truc qui est mis un petit peu avec des phrases types. Je l'ai déjà vu un certain nombre de fois, les mentions légales intégrant par ailleurs un petit article qui s'appelle conditions générales.
faites gaffe à ce qu'il y a dedans parce que régulièrement, on a des mentions qui sont soit plus à jour, soit qui contredisent d'autres conditions générales que vous avez par ailleurs. Pour peu que vous soyez avec des clients particuliers en plus, on tombe dans des problématiques d'information du consommateur, voire presque de tromperie du consommateur. Et ça, c'est ultra facile à contrôler pour la CNIL, pour la partie RGPD, pour la DGCCRF, pour la partie droit de la consommation. Ils n'ont qu'à aller sur le site et la problématique se pose le jour où le client reçoit un courrier de l'organisme en question. Il n'a jamais rencontré personne, hein, le contrôle se fait à distance, il suffit d'aller sur le site. Donc voilà, il y a des points d'attention là-dessus quand même sur la conception générale des sites qui sont pas à négliger. Oui, tout à fait. Et alors, quel coût ça peut représenter pour une agence digitale de 5 à 20 personnes? Alors déjà, pour reconverger sur l'éco-conception numérique, donc l'éco-conception numérique, je vais prendre le cas moi, que je connais le mieux, qui est celui d'Arestis. Donc du coup, nous, on a appliqué le guide de bonne pratique, on en a fait un référentiel parce qu'on était précurseurs. Maintenant, le référentiel, il existe, on le diffuse s'il y a besoin. Vous n'avez pas tout ce travail de lab et de, on va dire, quasi normatif à faire, enfin, en tous les cas, de qualité d'écriture. Du coup, c'est facilement applicable parce qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui si vous voulez vraiment vous mettre à l'éco-conception numérique et le faire avec un minimum de cadre et un minimum de qualité, vous partez pas de zéro. Donc déjà, ça, c'est une première piste de réponse et de solution. Après, ce que ça coûte pour une agence digitale de 5 à 20 personnes, une petite agence, on va dire, grosso modo, ça coûte du temps parce qu'il faut voir les process, il faut former les équipes. Grosso modo, une formation à CV qui me semble être la base, c'est 2 500 € par tête. Donc voilà. Il y a quand même un petit coût. Après, il y a le CPF qui peut prendre en charge une partie, vous savez, donc compte pour la formation. Et puis après, ça va être surtout le temps pour former les équipes, pour au début peut-être faire du lab sur votre propre site. Nous, c'est ce qu'on a fait sur différentes technos. Puis après, on a pris un deuxième site, un site secondaire de l'agence. Sur un autre business et puis voilà. Et donc du coup, comme ça, avant de vous jeter sur des clients, c'est mieux de se faire la piqûre soi-même avant de la faire aux autres. On parle beaucoup de vaccination en ce moment, moi c'est l'idée. Vous testez sur vous et puis ça va demander du temps et de l'implication des équipes. Après, par contre, moi ce que je conseille, c'est d'aller rapidement chercher pour crédibiliser la démarche, c'est ce qu'on a fait aussi, un crédit impôt innovation, donc sur la brique éco-conception. Nous, c'est ce qu'on a, et donc un C2I, un crédit impôt innovation. Et là, en fait, ça va vous demander aussi du temps parce qu'il va falloir rédiger le rescrit, faire les démarches. Il y a un petit entretien avec j'ai perdu le nom. Enfin bref, il y a un petit entretien pour valider que votre démarche et la bonne foi de votre approche et de votre démarche, qualité. Et puis après, une fois que vous avez le C2I, l'avantage, c'est que vous allez avoir des contreparties fiscales et pour vous et pour vos clients. Donc, vous allez avoir quand même un retour sur investissement, d'une part du fait de la légitimité de cet agrément et deuxièmement par les avantages qu'il va vous procurer et à vous et à vos clients. D'accord ? Donc, voilà. Après, ce que ça peut coûter exactement, nous, ça nous a coûté, on a fait beaucoup de labs, donc je dirais que ça nous a coûté 3-4 mois de trésorerie, plus du temps, de l'effort, sans parler des formations. Voilà, donc je n'ai pas de réponse toute faite, ça dépend. Si vous formez 10 collaborateurs, ça va vous coûter plus cher que si vous en formez 2, c'est évident. Mais en tous les cas, dans l'idée, c'est qu'effectivement, il va falloir s'y mettre. Le but, c'est de s'y mettre progressivement, comme a dit Sébastien, c'est que soyez prêts pour 2023. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ayez cette visée de dire on s'y met progressivement, on se fait accompagner. Moi, je fais partie d'un organisme où on est 8 indépendants et spécialistes sur le Green IT numérique responsable dans différents métiers, dans différents coins de France. Et on monte une formation avec une approche métier, un tronc commun, une approche métier,
sans vouloir faire du placement de produits, mais il y a des initiatives qui se mettent en place qui sont issues vraiment du secteur d'activité, qui ne tombent pas d'institutionnels ou d'académiciens qui n'auraient jamais bossé sur le sujet. Là, l'idée, c'est vraiment du pratico-pratique et puis une approche très qualitative. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. C'est sur du cadrage juridique, faites-vous accompagner par des cabinets d'avocats qui pourront vraiment vous cadrer les choses avec vous. Faites-vous accompagner par des qualiticiens sur le déploiement de l'éco-conception. Moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller parce que ça ne se fait pas comme ça. Nous, on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner par les spécialistes au départ, par Green IT, par le pôle éco-conception, par différentes choses, par différents organismes, parce qu'il n'y avait pas de structure dédiée à l'éco-conception numérique et à l'éco-conception web. Il n'y avait pas de structure vraiment structurée, organisée, je veux dire, pour aller au-delà d'une certification ACV par Green IT. Ah, mais c'est bien, mais comment je fais pour déployer? Comment je fais pour appliquer les 115 bonnes pratiques? Quand est-ce que je suis bon? Quand est-ce que je ne suis pas bon? Tout ça, ça demande dans une démarche itérative et dans une démarche qualité que finalement, si on ne l'a pas fait avant, si vous ne tombez pas sur des personnes qui l'ont fait avant et dont c'est le quotidien, bah, ça va être compliqué, quoi. Donc voilà un petit peu ma réflexion sur le coup. Si vous êtes motivé, vous y arriverez. Hein. Ça, c'est pas non plus un travail titanesque. Hein. Surtout aujourd'hui, encore une fois, les outils et les personnes qualifiées, vous les avez. Vous en avez déjà 3 devant vous, puisque Cassandra travaille sur une thèse en partenariat avec l'INR. Donc voilà, vous avez des personnes compétentes, faites-y appel. Moi, j'ai une approche plutôt pratique et opérationnelle, même si la partie formation, je baigne dedans depuis plusieurs mois. Mais voilà, en tous les cas, voilà. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Sébastien. Non, c'est je vais insister sur un point qui est tout à fait juste. C'est allez-y par étapes, mais allez-y dès maintenant, parce que de toute façon, on y viendra. Donc, de toute façon, il vaut mieux le faire par étapes, lisser ça dans le temps, y aller progressivement et bien se l'approprier, plutôt que se retrouver début 2023. Alors, c'est pas ce que donnera le texte, hein, mais se retrouver là en l'état début 2023 face au mur en se disant bah, maintenant j'ai plus le choix, il faut y aller, et que ce soit désordonné, que ce soit pas organisé, ce qui peut poser des problématiques de mise en place technique, des problématiques de coût là aussi, parce que le faire dans l'urgence, ça coûte de toute façon toujours plus cher que de l'avoir préparé. Donc ça, il faut s'emparer du sujet sans attendre. Les échéances, si vous voulez, sur le texte, l'Assemblée nationale, les premiers débats, c'était fin mai, c'était 25-26 mai dernier, et l'examen des amendements commence le 10 juin. Donc le 10 juin, c'est la semaine prochaine. Hein. C'est pile dans une semaine. Donc, le texte, l'Assemblée nationale, elle va l'adopter courant juin. Sous quelle forme? C'est la petite inconnue pour l'instant. Mais là, pour l'instant, 270 amendements, 273 exactement aujourd'hui. Le texte, on n'imagine pas qu'il soit complètement révolutionné tout de suite par rapport à sa version actuelle. Il pourrait être un peu complété, un petit peu amendé, mais globalement, le cadre, on peut imaginer que ce soit pas. Enfin, j'imagine d'ailleurs que dans les débats à l'Assemblée, il ne doit pas y avoir foule tout de suite. Ça ne fait pas partie des textes qui doivent remplir l'Assemblée. Le gros du travail se fait plutôt en commission, donc plutôt en off avant l'examen officiel. Donc globalement, on peut quand même imaginer que la naissance de ce référentiel va être actée prochainement, et que la question de la date, est-ce que ce sera fin 2022, est-ce que ce sera début 2023, mi-2023, à la limite, peu importe, on sait que ça arrivera. Donc là, il faut anticiper. Il faut anticiper, et c'est quelque chose, l'aspect de toute façon éco-conception au sens large des services numériques. On sait qu'à l'avenir, la question se posera. Donc, il vaut mieux ne pas attendre et prendre les devants. Et être prêt dès que c'est applicable. Oui, tout à fait. Ne serait-ce qu'en termes de communication auprès de vos clients, ça permet d'aller expliquer que les petits copains à côté, ils sont en train d'apprendre à se former sur le sujet. Vous êtes déjà opérationnel. Tout à fait. Et je dirais, plus vous avez une structure importante, plus ça va être, plus il faut que vous vous y preniez à l'avance pour anticiper. C'est la force d'inertie. Hein. Pour bouger un pétrolier, il faut s'y prendre plusieurs kilomètres avant, alors que si vous êtes en mode Zodiac, que vous êtes 3 dans la boîte,
vous allez être beaucoup plus agile, c'est évident. Par contre, moi, je le vois, je suis sollicité pour de l'accompagnement et du consulting, justement, sur la thématique de l'éco-conception numérique. Là, j'ai une entreprise qui est membre du cluster Digital League, donc Auvergne-Rhône-Alpin, on est à Clermont-Ferrand. Ils sont 80, ils font de l'édition de logiciels pro. Eux, s'ils ne bougent pas maintenant, ça va être vraiment compliqué. Donc, ils ont vraiment la bonne réflexion. Ils ont vraiment entamé la bonne réflexion. Maintenant, il faut mettre les mains, se retrousser les manches et y aller, et pas se dire, se poser la question et dans 6 mois, pas avoir bougé, quoi. Parce que le problème aussi est plus on a une grosse structure, plus on a un temps de réflexion hyper long. Je parlais de la force d'inertie, mais c'est vraiment ça. Et donc, du coup, là, ouais, il faut se retrousser les manches et puis il faut commencer à bosser sur le sujet, quoi. Donc voilà, mais ça se fait, voilà.